On nous bassine avec l'IA, mais en vrai, il y a encore des marionnettes sur les tournages de films. Celle de Baby Yoda, ou Grogu, si tu préfères l'appeler comme ça, coûte un bras au studio, et ça c'est ce qu'on appelle un animatronique. Au final, c'est presque comme un Furby, qui aurait évolué, mais sans les poils. Et encore Grogu, il est tout petit, donc imagine ce que le T-Rex de Jurassic Park a dû coûter à la production. Le requin des Dents de la Mer a même failli couler une production entière, et les Imagineers de Disney ont passé des années à construire des robots qui animent les parcs. D'où viennent ces robots et comment Disney a tout changé, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Et on démarre avec Leonardo da Vinci. L'histoire des animatroniques remonte aux automates, ces mécanismes complexes qui fascinaient déjà les cours royales il y a plusieurs siècles. À l'époque, ces machines bougeaient grâce à des mouvements d'engrenage, de contrepoids, de soufflets et de ressorts. À la Renaissance, Léonard de Vinci avait créé un chevalier mécanique. Il était capable de s'asseoir, d'ouvrir sa visière, de bouger les bras. C'était un des premiers robots humanoïdes documentés. Mais ces machines avaient tous le même problème fondamental. Le mouvement était binaire, ouvert ou fermé, levé ou baissé, on et off, enfin t'as compris le truc quoi. L'illusion dure 2 secondes, le cerveau voit immédiatement que c'est mécanique. En 1939, à l'exposition universelle de New York, Westinghouse, une société dans l'électrique et l'électronique, genre EDF quoi, présente Electro, un robot humanoïde de 2 mètres capable de marcher accompagné de son chien Sparko, capable de s'asseoir et d'aboyer. C'est toujours la même histoire quand même. Un homme, un chien, Tintin, Milou, Obélix, Idéfix, et puis moi et Pépère quoi. Bah allez. Impressionnant pour l'époque, mais une fois que t'as fait wow 2 fois, bah c'est terminé. Et c'est encore une fois Walt Disney qui va tout changer. En 1949, il revient d'un voyage à la Nouvelle-Orléans avec un petit oiseau mécanique dans une cage. Il le confie à ses ingénieurs pour qu'ils en fassent une version à l'échelle humaine. Pour créer l'illusion du vivant, il faut des dizaines de mouvements simultanés. Un sourcil qui se lève, une tête qui se tourne, des yeux qui clignent. Pour créer cette illusion, les Imagineers vont synchroniser les mouvements sur une bande magnétique. Chaque fréquence sonore sur la bande déclenche un mécanisme sur la figure du personnage. Une pour faire bouger la langue, une autre pour faire lever les coins de la bouche, plusieurs fréquences simultanées, plusieurs mouvements en même temps. Ils appellent ça les audios animatroniques. L'audio et l'animation sont littéralement liés. Avec ça, ils vont sortir la Tiki Room en 1963. 225 oiseaux, des plantes et des totems qui chantent, clignent des yeux, bougent en rythme, tous synchronisés sur la même bande magnétique. Une seule bande de 14 pistes et 438 actions indépendantes. Pour la première fois, le mouvement n'est plus binaire, il est fluide, programmable et surtout, on y croit un petit peu mieux quoi. Walt Disney pousse son équipe un peu plus loin. Il veut un humain et il en a besoin vite pour convaincre des sponsors de financer un pavillon Disney à l'exposition universelle de New York en 1964. On y revient toujours en fait, t'as vu? Ça revient toujours à New York, hein. C'est fou ça, c'est toujours la Big Apple. Hein. Bon bref, en tout cas, à New York, le problème technique change complètement. Un oiseau qui bouge les ailes, ça demande pas beaucoup de force, un petit coup d'air comprimé, puis c'est réglé quoi. Mais un truc de la taille de Lincoln, qui se lève d'une chaise, qui pointe du doigt, qui tourne la tête, ça demande quand même plus de puissance. Les Imagineers changent de technique et passent à l'hydraulique. De l'huile sous pression dans des vérins. L'huile ne se compresse pas, la force est constante et donc contrôlable. En tout cas sur le papier, le jour de la première à New York, Lincoln ne fonctionne pas. Heureusement, une expo ça dure 2 ans, donc les copains de chez Disney ne lâchent pas l'affaire. Leur solution, inverser la position de repos de Lincoln. Au lieu d'être assis par défaut, il est debout par défaut. Comme ça, si une panne arrive en plein chaud, Lincoln reste debout au lieu de s'écraser dans sa chaise. 2 semaines plus tard, Lincoln fonctionne et quand le public le voit pour la première fois, certains croient que c'est un vrai acteur. C'est une transition parfaite pour mon prochain segment sur Hollywood. En 1976, le producteur Dino De Laurentiis veut faire un remake de King Kong. Du coup, il engage Carlo Rambaldi pour construire un Kong de 12 mètres totalement articulé. La folie des grandeurs, quoi.
Le budget, $1 million. Rien que pour la créature. Pour l'époque, c'est énorme. Immense. Le résultat est impressionnant quand personne ne bouge. Dès que Kong bouge un bras, il marche plus. La mécanique à cette échelle génère des contraintes que personne n'avait calculées. Trop de poids, trop de friction, trop de chaleur dans les vérins, bref, c'est le bordel. Et c'est à cause de ça que Kong va apparaître seulement 15 secondes dans le film. $1 million, 15 secondes, ça va, c'est rentable quoi. Un an avant, en 1975, Spielberg était confronté à un problème un peu différent mais tout aussi chiant. Dans Les Dents de la Mer, le requin était un animatronique de 7 mètres de long, un squelette en acier, des mécanismes pneumatiques pour le corps et des vérins hydrauliques pour la mâchoire. Ils avaient testé en eau douce, ça fonctionnait plutôt pas mal, mais ça, c'était avant le drame bien entendu. Eh bien, ils l'ont mis dans l'océan, forcément. L'eau salée corrode l'intérieur et l'extérieur de la créature. Elle s'infiltre dans les tuyaux pneumatiques. Le requin est pratiquement impossible à opérer. Le budget explose. Alors, comme pour Kong, on verra pas beaucoup le requin. Spielberg utilise la caméra comme point de vue du prédateur. Il laissera John Williams faire son travail avec la musique. Le fait de ne pas le voir, c'est ce qui a fait le succès du film. C'est pour ça que moi je reste sur la plage à manger des chichis. Fini les pas de tête des 70s, direction 1993, Spielberg, encore lui, va bosser sur un des films qui va devenir un de mes films préférés, Jurassic Park. Il va bosser avec Stan Winston, le même mec qui avait bossé sur Terminator et Predator. Avec son équipe, ils auront 18 mois pour construire ce que personne n'a jamais construit, un T-Rex de 9 tonnes, 6 mètres de haut. Il rugit pour de vrai sur le tournage, il pleut, il fait nuit, et cette chose, elle bouge. Chaque mouvement du T-Rex est calculé, répété et ajusté. Certains mouvements sont mécaniquement impossibles, un vélociraptor qui court à pleine vitesse, un brachiosaure qui lève la tête à 15 mètres de haut, le T-Rex lui-même, 9 tonnes dans l'eau, sous la pluie, les vérins hydrauliques commencent à partir en sucette. Spielberg appelle ILM, et pour la première fois dans l'histoire du cinéma, des dinosaures générés par ordinateur sont intégrés aux prises de vue réelles. Pas pour remplacer les animatroniques, mais pour créer ce qu'ils ne peuvent pas faire. Le résultat est tellement bluffant que l'industrie tire la mauvaise conclusion. Pourquoi construire un truc de 9 tonnes quand un ordinateur fait pareil? Dans les années qui suivent, les studios abandonnent progressivement les animatroniques, les images de synthèse prennent le dessus, et on se retrouve avec des trucs comme Jar Jar Binks. Mais c'est de la merde! Pendant qu'Hollywood lâchait les animatronics pour la CGI, Walt Disney continue à travailler dans l'ombre. Parce que dans un parc d'attractions, un écran, ça marche pas. En 2019, les Imagineers sortent le A1000. Ça fait limite Terminator comme nom, mais en fait pas du tout. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs. C'est la nouvelle génération d'audio animatronics qui arrive dans Galaxy's Edge, le Star Wars Land. D'ailleurs, entre parenthèses, sans doute le plus incroyable des lands dans l'univers. Non mais vraiment, faut y aller quoi. Rise of the Resistance, best attraction de tous les temps. Vraiment. Allez, on revient. Fini l'hydraulique, fini le pneumatique, le A1000, c'est entièrement électrique. Des centaines de petits servomoteurs silencieux, chacun dédié à un mouvement précis. Le mouvement d'une lèvre, le mouvement d'un doigt, de Lincoln avec ses 57 mouvements en 1964, on passe à une précision quasi humaine. Et encore, je parle pas des robots Tesla, là on est limite Terminator, tu vois, limite extinction de l'humanité. L'équipe de recherche de Disney pousse encore plus loin avec le projet Kiwi en 2021. Il présente Groot, le personnage des Gardiens de la Galaxie, en animatronique bipède autonome. Il marche sans assistance, il danse, il se tient sur une jambe, il sourit, bref, il est flippant. Mais non, il est mignon. Il est mignon. En 2024, Jensen Huang, le patron de Nvidia, la boîte la plus valorisée au monde, enfin ça dépend, ça fluctue, un coup c'est l'autre, un coup, bref, on s'en fout, présente les BDX Droid, des petits robots bipèdes Star Wars sur scène à sa conférence tech annuelle, des petits robots de parc d'attractions sur la scène de la plus grande conférence IA du monde. La vraie question c'est pourquoi, après un siècle d'innovation, de Da Vinci à Lincoln, ou à Bruce le requin, ou à Grogu,
on n'arrive toujours pas à remplacer complètement le fait d'avoir quelque chose de réel en face de soi. La réponse, elle est simple, parce que l'illusion parfaite, ça n'existe pas. C'est quand même mieux que des fonds verts. Et oui, on l'a vu dans Star Wars, The Clone Wars, c'est la daube. Alors que dans Le Seigneur des Anneaux, ils ont refait tous les costumes, tout ça, par exemple, c'est réel. Là, on y croit. La nouvelle génération de robots se balade déjà dans les parcs Disney. Et peut-être qu'un jour, moi, j'aurai mon gros Chewbacca personnel à la maison. Mais en attendant, tu t'abonnes, tu likes et tu dis à tous tes copains de regarder la vidéo. Allez, à très vite.